Bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre. Désolé pour ces quelques minutes de retard à commencer, quelques petits problèmes techniques, mais merci à tous d'être là pour parler levée de fonds aux États-Unis, du seed à la série A. C'était le titre de notre webinaire. Et on a la chance d'avoir un plateau à la fois extrêmement fourni et de très haute qualité avec des gens qui connaissent ça par cœur. Et on va parler à la fois de leurs expériences, de leurs conseils, et on va faire comme on le fait toujours. On va prendre le plus de vos questions possibles. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez une question, vous pouvez la poser. Il y a une petite fenêtre Q&A, un petit bouton Q&A pour faire ça dans la fenêtre du Zoom. Et on le prendra au fur et à mesure de notre conversation en essayant de prendre le maximum de vos questions. Une conversation qui va durer à peu près 1 heure. Encore une fois, on est réunis pour ce webinaire co-organisé par French Morning et le FAEA, French American Entrepreneurship Award, qui est un concours réservé aux startups. Et Eric, qui est le maître d'œuvre de tout ça, va nous en dire un peu plus dans quelques secondes. On aura sur notre plateau, comme je vous disais, fourni la chance d'avoir Virginie dans un ordre qui n'est pas celui d'apparition à l'écran, mais qui est celui de mon texte. Virginie Raphaël, qui est la fondatrice de Full Circle, qui est un fonds, bien sûr. Géraldine Lemeur, qui est partner et general manager de Le Fonds by French Founders. Paul Aubert, cofondateur de Nouveau. Et Bruno Jactel, fondateur d'Hypercell Technologies, entre autres choses. Donc à la fois le côté investisseur, le côté entrepreneur, start-upper. Donc on abordera tout ça et on va organiser notre conversation, vous le verrez, avec 4 chapitres sur lesquels je reviendrai. Mais d'abord, je voudrais tout de suite donner la parole à Eric pour qu'il nous en dise un peu plus sur le FAEA. Merci et bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis membre du Club 600. C'est un club principalement d'entrepreneurs francophones à New York et nous organisons bénévolement le French American Entrepreneurship Award en partenariat avec Business France Amérique du Nord, la French American Chamber of Commerce de New York, les French Founders, la French Tech et French Money. C'est une compétition pour les startups de moins de 4 ans implantées aux États-Unis. Le jury sélectionne 3 startups gagnantes et les récompense lors d'une cérémonie qui aura lieu cette année au Consulat de France de New York le 4 juin prochain. Vous pouvez postuler sur le site du FAEA, faea-us.com, jusqu'au mardi 7 mai. Cette année, c'est la 15e édition et je tiens particulièrement à remercier les sponsors qui permettent à ce prix d'exister. Maintenant, voilà notre deuxième webinaire sur la levée de fonds, souvent si crucial aux startups. Et donc, un grand merci à Géraldine et Virginie qui nous apportent leur expertise et à Paul et Bruno qui sont 2 précédents gagnants du FAEA, donc qui nous parleront de leur expérience. Je vous souhaite bonne chance si vous participez au FAEA et en tout cas plein de succès à votre startup. Voilà. Rappelle la deadline pour déposer son dossier au FAEA, c'est Donc le 7 mai, le mardi 7 mai prochain. merci. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dès que vous le souhaitez. On a découpé cette conversation de manière un peu arbitraire avec une première partie où on va parler de la préparation et de l'adaptation au marché américain, évidemment, partant du présupposé que le marché américain n'est pas le marché français ou le marché européen et qu'il y a des choses à savoir quand on veut lever de l'argent ici et qu'on n'en a pas forcément l'expérience. Et de ce point de vue-là, à la fois l'expertise de Virginie et de Géraldine, mais aussi l'expérience personnelle de Paul et Bruno sera très riche en enseignements. Ensuite, on va parler d'un point très important, je pense, qui est le networking et comment est-ce que cette conviction que tout le monde a que le rôle du networking est crucial dans le business en général aux États-Unis et dans la levée de fonds en particulier, eh bien, comment ça s'adapte au terrain avec là aussi les retours des expériences de chacun, des stratégies spécifiques de levée de fonds en fonction des industries, en fonction des réalités géographiques aussi, de l'endroit où on veut s'implanter, de l'endroit où l'on est implanté. On parlera de tout ça et puis des conseils pratiques pour finir, les erreurs à éviter. Sans doute, chacun et chacune de ceux qui sont présents autour de la table
auront des histoires d'erreurs qu'ils souhaiteraient ne pas avoir faites et qui partageront avec nous, je l'espère. Je vais commencer avec peut-être une question pour Géraldine, et puis encore une fois, tout ça doit être une conversation. Donc, tous les quatre, n'hésitez pas, tous les cinq avec Eric, n'hésitez pas à intervenir autant que vous le voulez. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à poser vos commentaires et vos questions autant que possible. C'est évidemment crucial d'être très préparé quand on arrive aux États-Unis. C'est une question qui va être un peu large, hein, Géraldine, pardon. D'ailleurs, j'ai oublié une chose essentielle que je devais faire, c'est demander à chacun de se présenter rapidement, et on va commencer par ça, de faire un petit tour de table avant de commencer par ma première question. Pardon, je suis allé trop vite. Mais je vais quand même donner la parole à Géraldine. Géraldine, si tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais, ton parcours, et puis ce que tu fais avec ce fonds by French Founders. Alors, il n'y a pas de micro, Géraldine. Voilà, merci Emmanuel. J'étais trop sage, sans micro. Donc Géraldine Lemeur, je suis partenaire chez French Founders en effet, et je pilote toute la partie investissement. Et on a monté la partie investissement chez French Founders, qui est le plus gros réseau business dans le monde d'expatriés francophones, avec une conviction très forte, et on y reviendra tout à l'heure, que le réseau est clé. Donc on a à la fois une practice Club Deal pour les business angels et un fonds d'investissement, et je suis basée à New York. Merci beaucoup. Virginie. Oui, bonjour à tous. Virginie Raphaël, je suis la fondatrice d'un fonds Pre-Seed qui s'appelle Full Circle. Je suis de Lyon à la base, ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis, également basée à New York. Full Circle investit uniquement à Pre-Seed dans des compagnies qui peuvent créer une force active plus diverse et plus équitable. J'ai fait à ce jour 18 investissements et déployé environ 2,5 millions des 10 millions que j'ai sous management. Merci. On va partir un peu plus vers l'ouest avec nos deux entrepreneurs, et notamment Paul Aubert. Bonjour à toutes et à tous, Paul Aubert, fondateur de Nouveau, une entreprise qui aménage des vannes en maison et en office itinérantes, roulantes. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est aux États-Unis. On a levé un peu de fonds en France et on est en pleine levée de fonds actuellement aux États-Unis. Et donc, je pourrais vous donner un peu plus d'informations sur les difficultés ou les facilités à le faire sur la côte ouest. Merci. Bruno. Oui, bonjour à tous. Donc, Bruno Jactel, établi aux US depuis pratiquement 25 ans dans le domaine des life science, agriculture, food tech. J'ai fait une carrière dans des grands groupes et depuis plus de maintenant presque 15 ans, multi-entrepreneur, donc expérience, levée de fonds, développement de start-up dans le domaine de life science. Merci beaucoup. Alors Géraldine, pour entrer dans le vif du sujet, on a dit, hein, c'est important d'être préparé quand on veut faire une levée de fonds, forcément. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est entrepreneur français avec peut-être une expérience en France ou en Europe, mais pas forcément aux États-Unis, pour toi d'être bien préparé à cette levée à l'américaine? Quelles sont les différences culturelles, par exemple, à prendre en compte, et plus largement, peut-être même si on parlera des erreurs à la fin, qu'est-ce que tu vois comme erreurs les plus communes commises par des leveurs de fonds français lorsqu'ils tentent l'aventure aux États-Unis? Vaste question. En fait, je pense que simplement, il faut avoir conscience qu'on traverse et qu'on n'est plus du tout au même endroit. Et si on a l'impression que les États-Unis, moi ça fait 18 ans que je vis aux États-Unis, mais si on a l'impression que les États-Unis, c'est l'Europe ou la France en version je parle anglais, on a rien compris. Je pense qu'il y a autant de différences que si on décide d'aller s'installer ou d'installer sa boîte, mettons, au Japon. Sauf qu'au Japon, c'est évident parce qu'on arrive avec une culture différente. On voit que la langue n'est pas la même, l'écriture n'est pas la même, les gens ne se comportent pas, ne mangent pas la même chose qu'on peut manger en Europe. Et en fait, aux États-Unis, on a autant de différences. La différence, le fait est que c'est caché.
Et ça, c'est très important à le prendre en compte parce que quand on va aller lever des fonds, c'est aussi pour développer sa boîte. Développer sa boîte, ça veut dire avoir le bon produit pour les bons clients. Et donc, l'approche doit vraiment s'adapter à ça. Donc, dans la levée de fonds, il va falloir aussi, je pense, dans les grands traits, avoir énormément d'ambition et ne pas avoir peur de ses ambitions. Mais effectivement, après, il faut aller plus en détail sur l'ensemble des éléments. Très bien. Paul, par exemple, tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet des entrepreneurs et des préoccupations des entrepreneurs, tu es en plein dedans. Qu'est-ce qui te frappe le plus justement sur les spécificités et puis ce qui est nécessaire hein, quand on veut se lancer dans cette aventure-là, vraiment sur la partie investissement en elle-même? Je pense que la préparation dans n'importe quelle levée de fonds partout dans le monde est très importante, ça c'est évident. Donc de bien connaître, comme disait Géraldine, son marché, son secteur, son produit, ça c'est évident. Ensuite, aux États-Unis, je pense qu'il y a une dimension de taille. Quand on vient de France et qu'on est dans un pays de 70 millions d'habitants assez protecteur et qu'on arrive aux États-Unis dans un pays qui est assez débridé, il y a cette notion d'ambition que je partage totalement avec Géraldine, où parfois on peut avoir l'impression qu'en fait on pense trop petit. C'est un marché où il y a potentiellement 330 millions d'Américains qui peuvent consommer votre produit ou votre service. Et donc, je pense que arriver à rêver un peu plus grand, ça peut être un des bons points. Nous, une des difficultés à laquelle on est confronté, c'est que aujourd'hui, la majorité des VC sont plutôt dans des SaaS, dans des entreprises tech avec des ratios de revente, d'exit beaucoup plus importants que nous. Nous sommes sur un produit, mais il existe tant et plus d'investisseurs et de véhicules d'investissement aux États-Unis. Ça passe par des VC, des business angels, des family office et même de l'argent de l'État. On n'y pense pas tout le temps forcément. Donc je pense que le plus important, c'est d'arriver à bien cibler et pas essayer de perdre trop de temps à vouloir plaire à tout le monde, mais de bien être précis sur ce qu'on veut essayer de draguer, si je puis dire, essayer d'essayer de tout comprendre un peu quels sont les vrais dans le portfolio des investisseurs, qu'est-ce qu'ils investissent, est-ce qu'ils investissent plutôt dans de la tech? Dans ce cas-là, nous, c'est pas notre secteur. J'ai envoyé des dizaines de mails parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas prendre un no as an answer aux États-Unis, mais bon, à force, on se rend compte que c'est pas forcément cohérent parce que c'est très énergivore et chronophage. Donc, je pense de bien cibler, de bien se connaître et de bien essayer le travail en amont, de bien cibler les personnes qui pourraient être intéressées. Alors, je laisse si Bruno ou Virginie veulent rebondir sur ce qui est dit, mais une des questions que j'ai justement, c'est comment on fait pour s'y retrouver? Parce qu'effectivement, il y a énormément d'investisseurs, il y a potentiel, il y a énormément de gens auxquels on peut potentiellement envoyer des emails, essayer de les voir, les contacter, etc. On reparlera du networking dans la foulée, mais comment est-ce que on fait pour s'orienter dans tout ça? Est-ce qu'il y a des conseils très pratiques de ce point de vue-là? Je ne sais pas si Virginie veut. Oui, alors moi je rejoins tout à fait Géraldine et Paul, de cibler et de préqualifier les investisseurs, qu'on envoie un email, qu'on ne connaisse pas la personne, et on peut en parler en général. Ça ne marche pas très bien, mais c'est faisable du moment où la recherche a été faite. Donc il y a des databases qui ne sont pas parfaites, hein, ça c'est sûr, de Crunchbase, de PitchBook. Il faut au minimum comprendre la taille du fonds. Combien d'investissements, combien de partenaires, combien d'investissements ils font à peu près par an, quelle taille d'investissement. S'ils n'ont jamais investi dans une pre-seed, c'est pas la peine d'aller les voir si vous êtes en pre-seed, par exemple. Il faut vraiment faire ce travail en amont de pourquoi est-ce qu'ils seraient intéressés par mon produit, mon service, ma taille de levée, mon avancée, etc. Et de bien se dire et d'être honnête avec soi-même et se dire, s'ils n'ont jamais fait du pre-seed ou du seed, pourquoi ils commenceraient avec moi? Il n'y a quasiment pas de chance que ce soit le cas. Donc, il y a beaucoup de temps et d'énergie et de ressources qui sont souvent gaspillées si on ne fait pas ce travail en amont. Et la plupart de cette information, encore une fois, pas parfaite, est relativement publique. Si le fonds est assez actif, en général, ce n'est pas très compliqué de trouver des informations. Et pour compléter ce que dit Virginie, c'est tout à fait vrai. Les fonds ne sont pas des marques. Les fonds,
Il y a une brand, effectivement, il y a une marque, mais c'est des gens, c'est des partners. C'est ce que dit Virginie, il y a des gens qui vont prendre des décisions d'investissement. Donc, il y a un gros travail à faire par l'entrepreneur de définir à qui il doit parler, comment il peut l'accéder. Et puis, c'est un travail à temps plein, c'est-à-dire que se lancer pour un entrepreneur dans une levée de fonds, il faut qu'il soit en capacité de dire pendant 3 mois, je vais me consacrer à cette levée de fonds. J'y vais, c'est mon job, c'est presque un produit de la boîte. Et donc, il y a vraiment aussi cette notion qu'il faut prendre en compte, même en early stage aux États-Unis, c'est qu'on n'est pas dans la culture européenne ou française de je passe par un leveur de fonds qui va faire un tri des VC, va travailler pour moi, va commencer à envoyer mon deck, va commencer les premières discussions, et derrière, je vais venir en support de ce leveur de fonds. Non, aux États-Unis, les fonds veulent et ont l'habitude de parler directement à l'entrepreneur. C'est pour ça que le CEO doit être aussi très soutenu par son équipe pour que la boîte elle continue à tourner pendant que lui est en mode guerrier d'aller lever des fonds. Alors, si je peux, Renaud, ouais, Emmanuel, oui, ajouter un peu l'expérience. Donc, c'est ça. aux États-Unis, il y a énormément d'argent. Il y a de l'argent partout. Et on pense que quand on arrive de France, qu'il suffit de se baisser pour ramasser cet argent. Et en fait, cet argent, en fait, il est dispersé. C'est-à-dire, il est dispersé dans des tas de petits coffres-forts qu'il y a partout. Et tous ces coffres-forts chacun est différent. Donc, vous avez des coffres-forts dans les universités, dans les angels, dans les family office, donc partout. Et chaque coffre-fort a des clés spécifiques. Alors, le problème pour un entrepreneur qui arrive aux États-Unis, c'est localiser le coffre-fort qui correspond à son secteur, parce que chaque coffre-fort est un peu spécialisé, ils ont des couleurs différentes. Il y en a qui vont faire du IT, d'autres AI, d'autres. Bon, donc, il faut trouver les coffres-forts, et après, il faut trouver les gens qui ont les clés de ces coffres-forts. Sinon, on n'arrive pas. Mais alors, le truc, c'est que si on arrive à trouver le bon coffre-fort et la bonne clé, il y a de l'argent. Est-ce que tu peux justement, tu as une Ouais, expérience très riche hein, en matière d'entrepreneur et ouais, ouais, d'entrepreneuriat aux US, donc ouais. est-ce que tu peux nous décrire justement toi quel coffre-fort tu as trouvé, comment tu as trouvé la clé Ouais. et comment tu es parti avec le Alors, mag. donc il y a deux dimensions. Voilà. Donc il y a une première dimension, je pense, qui est importante, c'est la dimension verticale, c'est-à-dire la dimension spécialisation dans son domaine. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de fonds qui vont investir dans des secteurs particuliers. Et déjà, c'est un bon tri parce que ça permet d'éviter d'aller dans des fonds généralistes au début qui sont c'est un peu plus large et plus difficile de cibler. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour moi, ça a été une démarche, je dirais, petit à petit, c'est-à-dire commencer par des sources financières qui sont relativement, où le coffre-fort était déjà un peu ouvert, mais il suffit de remplir les bons formulaires pour y arriver, jusqu'à des coffres-forts qui sont beaucoup plus larges, mais plus complexes, et les combinaisons sont plus complexes. Et donc, moi, j'ai commencé par les universités, en fait, parce que c'est une porte d'entrée qui est extrêmement valorisée aux États-Unis, dans lesquels il y a des fonds importants. Je travaille, par exemple, enfin, mes premiers travaux ont été faits en collaboration avec l'Université de Géorgie. Ils ont un endowment, c'est-à-dire un fonds qui provient de leurs alumni, qui est de 25 milliards de dollars. Donc voilà, j'ai été la première société dans laquelle ils ont investi directement. Donc, il y a bon, peut-être on y reviendra plus tard, mais il y a une sorte de progression, en fait, qu'on peut suivre, qui est bon, souvent un peu longue, mais qui s'adapte avec la maturité de l'entreprise, parce qu'on ne peut pas aller voir tous les fonds. Enfin, il faut adapter, en fait, les fonds ou l'argent qu'on recherche en fonction du degré de développement de l'entreprise.
Si je peux ajouter un point aussi, c'est important de savoir, pour bien connaître son produit, c'est aussi de savoir où est-ce qu'on veut aller. C'est-à-dire que si on veut commencer par une seed, puis après passer en série A parce qu'on a vocation à faire une série B, C, D, et après une IPO, c'est pas la même chose que d'avoir un private equity qui va investir une fois pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour le lancement d'un modèle, d'un produit, etc. Donc je pense que c'est là où quand on dit bien se préparer, ça veut un peu tout rien dire, mais c'est bien savoir, ok, c'est quoi mon ambition propre? Est-ce que j'ai vocation à faire une première levée de fonds parce que j'ai besoin d'accélérer un peu, d'acheter, d'avoir des parts de marché, puis une deuxième, puis une troisième, ou est-ce que c'est un one shot? Je pense que les universités, c'est un très bon, je pense que ça fera partie de la discussion du networking, mais les universités, elles sont très prêtes et présentes auprès des gouvernements, auprès des entreprises, avec les étudiants aussi pour pouvoir travailler avec eux. Donc, je pense à ces deux côtés-là qui sont importants, avec le côté de bien savoir de combien on a besoin et à quelle échéance. Si c'est un one shot, ce sera pas du tout un VC qu'il faut aller voir. Si c'est plusieurs séries, dans ce cas-là, ça vaut le coup d'aller voir des VC avec des tailles qui sont plus ou moins grandes en disant, bah là, je vous propose aujourd'hui un investissement de 1 million de dollars ou 2 millions de dollars, mais dans 2 ans, j'aurai besoin de 15. Et dans ce cas-là, c'est aller voir un VC de medium size parce que si on prend un trop petit, il ne pourra pas continuer pour la deuxième partie. Donc, c'est là, dans cette préparation-là, où il faut bien cibler et bien se renseigner sur les investisseurs avec qui on souhaite travailler. Justement, un peu pour continuer et puis peut-être enchaîner déjà sur la partie un peu plus, disons, networking et comment on arrive à finalement rencontrer tous ces gens, avoir toutes ces conversations, etc. Parce qu'il y a l'idée, évidemment, quand on arrive de France notamment, que c'est sans doute aux États-Unis plus facile de parler aux gens, que les gens répondent à leurs emails, quel que soit leur niveau, etc. On entend tout ça. Mais en même temps, on sait aussi que les fonds et les VC et toutes sortes de fonds sont aussi sur-sollicités. En tout cas, en ce moment, la balance du pouvoir s'est peut-être un peu plus rapprochée d'eux que ça n'a été le cas certaines années précédentes. Donc, par exemple, pour Géraldine, c'est quoi les bonnes stratégies, la bonne façon de faire pour pouvoir avoir, une fois qu'on a identifié ses cibles, qu'on sait qui on est, comme disait Paul, qu'on sait à qui on doit parler, c'est quoi la bonne façon de finalement avoir ce rendez-vous, quoi? Alors déjà, je vais dire quelque chose d'un peu bizarre, mais il faut déjà avoir la bonne boîte. Et ça revient un peu à ce que disait Paul, c'est-à-dire que il faut être VC compatible. Quand on va voir un investisseur, il a lui-même enfin un VC, il a lui-même des investisseurs. C'est du venture capitalisme et l'idée c'est beaucoup de croissance, c'est des sorties, etc. Donc déjà. Il faut pas avoir honte à un moment donné de se dire, mais peut-être à un moment donné, il vaut mieux que je finance un peu avec de la dette. Quelles sont les options? Quelles sont, alors on parlait gouvernement, on parlait université, etc. Quelles sont les autres options? Donc le VC, il a vraiment un objectif de croissance et d'exit. Donc ça veut dire que pour le deck qu'on va préparer, pour la présentation qu'on va préparer à son VC, on doit dedans avoir mis les bonnes métriques, les bonnes KPI, les bonnes ambitions. Et je crois il y a un gros travail de préparation à faire sur qu'est-ce que je vais lui envoyer. Il n'y a pas d'exotisme, il faut rentrer dans les cases. Il y a un certain nombre de choses qui sont des prérequis, qui vont être en termes de taille de marché, qui vont être en termes de type de produit, qui vont être... Alors, on parlait tout à l'heure de software, donc software SaaS, par exemple, donc software as a service, donc qui vont être générer du revenu récurrent. J'essaie d'éviter trop les anglicismes, mais du revenu récurrent, donc de l'AR, de l'MRR sur l'année, etc. Donc, c'est toutes ces métriques-là il va bien falloir avoir en tête, être bien confortable avec ces chiffres, parce que le storytelling, c'est une chose, mais à un moment donné, quand on va voir un investisseur, pour avoir le rendez-vous, il faut mettre en face des chiffres et des chiffres qui vont montrer la croissance à 2, 3, 4, 5 ans. Et pourquoi aujourd'hui, il va comprendre que on n'a pas tout, mais que la fusée, on veut l'envoyer sur Mars. On n'a pas encore la fusée, on a un petit peu l'équipage. Par contre, on a fait le launchpad. Et en voyant le launchpad, on se dit, oui, je pense que ça va être la bonne équipe qui va... Je comprends pourquoi il me dit qu'il veut aller sur Mars. Donc, c'est ça qui va déclencher, en fait, c'est cette accroche qui va déclencher les rendez-vous. Et puis après, il ne faut pas être surpris d'avoir 20 minutes de rendez-vous sur le premier call ou sur la première mise en relation, parce que c'est comme ça, il va falloir être efficace.
et après peut-être déclencher d'autres choses derrière. Virginie, peut-être, toi, tu es spécialisée, ton fonds, vous êtes spécialisé dans le pre-seed, donc c'est évidemment spécifique, mais je pense que ça concerne pas mal des gens qui nous écoutent. Là aussi, c'est quoi tes conseils en termes de stratégie d'accès? Alors, moi, j'ai pas de KPIs requis, donc ça, ça rend les choses presque plus compliquées, je dirais. Cela dit, je voulais retourner sur un point que tu as fait un peu plus tôt, Emmanuel. Il est vrai qu'aux États-Unis, c'est quand même très ouvert en termes on peut vraiment approcher les investisseurs. Il y a un travail de marketing et de branding qui est énorme. Donc, la plupart des fonds ont un website, la plupart des fonds ont un LinkedIn, un Twitter, un machin, un truc. Il faut déjà commencer par les suivre. C'est, comme disait Géraldine tout à l'heure, et on en parlait tout à l'heure, c'est des gens qui prennent des décisions, c'est des partenaires. Donc, de les suivre, ils ont souvent un blog, ils écrivent souvent des choses. L'erreur la plus fréquente que je vois, je mets énormément d'informations sur mon site. Je recherche des compagnies dans ce secteur-là avec une thèse qui est XYZ. Mon chèque, c'est telle taille. Mon fonds, c'est telle taille. La valo que je recherche, c'est en dessous de ça. La plupart, je suis toujours surprise que la plupart des cold inbound que je prends, que je réponds, j'ai des centaines et des centaines d'emails, comme je suis sûre Géraldine aussi. Il est très très évident pour moi de voir si quelqu'un a effectivement passé quelques minutes sur mon site à se dire pourquoi moi, quoi, pourquoi tu m'envoies un email aujourd'hui, pourquoi je vais passer du temps à lire ton email. Le truc générique, il me semble bien qu'on est en thèse pour Full Circle. Bon, ben d'accord, tout le monde peut le faire. Alors au moins merci d'avoir mis mon nom et c'était pas Dear Sir, to whom it may concern, none of that. Ça, je réponds jamais. Ça va dans le spam tout de suite. Mais par contre, un email très très bien formulé qui se dit voilà, j'ai vu que tu as investi dans Withos et Zaya. Voilà, nous on fait un petit peu ça, mais différent. J'aime beaucoup ta thèse. Et puis on est en levée de pre-seed. J'ai pas encore levé 500 000, donc je sais que je suis sur ta thèse. Une réponse immédiate. Oui, pas de souci, on prend. Après, c'est encore du filtering, hein, donc c'est comme dit Géraldine. Je vais t'accorder les 20 minutes 30 tout au plus. Mais au moins, tu as un call, tu as une façon de m'approcher qui me donne envie d'en apprendre plus. Et ça, c'est du travail qui doit être fait. S'il n'y a aucune excuse, si j'ai un site, si j'ai un Twitter, si j'ai un LinkedIn, si j'ai un blog et que je viens d'écrire un truc qui est directement relié au produit que tu construis, bah, très bien, approche-moi, dis-moi, je viens de voir je viens de voir ton post sur Substack, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, quand est-ce qu'on se parle? Super, là, tu as le meeting, c'est pas garanti, mais tu as beaucoup plus de chances que j'aimerais beaucoup te parler parce que tu es de Lyon ou parce que tu as un fonds précis. Bah, ok, quoi d'autre, quoi? Tu vois, voilà. Paul, on en a parlé dans nos conversations préparatoires à ce webinaire. Et c'est à la fois du networking et sans doute aussi de la stratégie spécifique. C'est le rôle pour toi que peuvent jouer les États, les comtés peut-être, enfin les pouvoirs locaux, les autorités locales, etc. Quelque chose auquel on pense pas forcément aux États-Unis. On y pense énormément en France. C'est même parfois un peu un passage obligé, des pays de la Terre, mais en France, aux États-Unis, on a moins ce réflexe-là, et pourtant, ça compte, tu nous disais. Bien sûr, je pense que c'était un peu pour rebondir sur ce que disait Virginie pendant cette préparation en parlant des accélérateurs. Je sais s'il y avait un conseil à donner actuellement quand tu te lances au début, tu t'es un peu perdu, tu sais pas trop quoi faire avec ta startup, pas forcément avec la levée de fonds, mais par la suite, bien sûr, c'est d'aller voir les gouvernements. On est allé voir le gouverneur office, on a été accueillis par l'assistant du gouverneur. Le gouverneur va venir nous voir, le gouverneur du Nevada va venir nous voir. Ils sont très contents qu'on aide au développement. Et en fait, on se rend pas compte de la force et l'impact que ça a quand un étranger vient aux États-Unis. Alors d'autant plus les Français parce qu'on a quand même une image qui est assez appréciée de l'autre côté de l'Atlantique, mais on leur dit je suis prêt à développer du business dans votre État, dans votre ville, dans votre county, et on a énormément d'accompagnement. Donc je dirais en premier lieu d'aller voir les gouverneurs, le state dans lequel vous êtes, parce que ils ont des incentives qui existent. On a même pas idée. Ça peut être du micro-loan, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être du match sur des investissements qui vont matcher le lead investor. Et
ensuite, sur toute la partie, nous, par exemple, la partie régulation, la partie certification, on a beaucoup de certifications à avoir. J'ai eu une introduction hier et ça fait passer, mais ça fait 1 an qu'on cherche un contact. Et parce que si j'étais allé voir cette personne au Gouverneur Office un peu plus tôt, j'aurais pu avoir accès à ces financements, mais aussi à toute cette aide qui est existante. Donc, on a en France ce côté très social où on se dit, bah, la BPI est là pour ça, c'est mes impôts, donc je vais m'en donner un peu. Aux États-Unis, on se dit, vu qu'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'État. Mais l'État est présent et ils sont assez impressionnants. Nous, moi, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Virginie aussi, ils sont très ouverts. Alors, ils nous ont invités dans plein d'événements. Les accélérateurs sont aussi quelque chose d'intéressant parce qu'ils sont connectés sur le triptyque avec les gouverneurs, les financeurs et les entrepreneurs. Donc, ça veut dire que là, déjà, ça peut permettre de passer pas mal d'étapes. Nous, c'est Zero Lab à Las Vegas qui vient de se créer et qui nous a énormément fait des ouvertures chez des banques, chez des investisseurs, chez des BA. Donc, je pense que c'est aller vite voir les institutions, ça peut être intéressant. Faut pas non plus que ce soit trop chronophage parce que faut développer son business, mais c'est des assets qui sont existantes et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être appelés. Donc, je pense que ça vaut le coup d'aller voir les institutions en place. Ouais. Pour rebondir sur ce que disait Bruno tout à l'heure à propos, ce que tu disais à propos des universités, là aussi concrètement, comment est-ce que ça peut se passer? Est-ce que c'est nécessairement des universités dont il faut être, avec lesquelles il faut avoir un lien préexistant, être un alumnus, whatever. Est-ce qu'il faut, toi, tu avais un lien avec l'université de Géorgie, je crois que tu as dit. Mais comment ça se passe concrètement? Ou est-ce qu'ils sont ouverts à tout ce qui peut être présenté comme dossier et qu'on les approche comme on approcherait un pre-seed fund, par exemple Bon, donc aussi pour rebondir ce que disait Paul, je pense que la porte, et là je me situe à une société qui veut démarrer aux US, hein, donc je prends les choses vraiment à la base, mais il y a quelques questions de base à se poser. Localisation géographique. Et là, il faut avoir une vision qui est beaucoup plus diverse que la vision je dirais, assez monolithique que l'on a des États-Unis, ou si on est dans la tech, il faut être en Californie ou il faut être à Boston. Les États-Unis, c'est complètement, c'est une fédération, donc il faut aller surtout sur une petite start-up, essayer d'être big fish in a small pond, c'est-à-dire essayer d'aller voir des États qui sont un peu moins, je dirais, connus ou moins développés, mais qui veulent attirer du business. Et là, il y a des opportunités fortes, quoi. Donc, ça, c'est un premier point. Bon, moi, j'ai fait ça avec le Upstate New York, qui est, donc c'est pas New York, c'est New York, ils ont beaucoup d'argent. Upstate New York, ils essaient de développer de la tech après avoir été dans la grosse cavalerie de l'acier, etc. Donc, ils attirent des boîtes. Ils mettent 3 millions de dollars chaque année sur la table. D'accord? C'est énorme. Donc, ça, c'est un premier point, localisation géographique. Deuxième, si on a de la tech, c'est très intéressant de passer par les universités parce que beaucoup de fonds d'amorçage passent par les universités, que ce soit par des profs. Et les profs sont relativement ouverts parce que le système américain est complètement différent du système US, où on essaie de favoriser la transmission ou le transfert de technologie du laboratoire au marché. Et donc, c'est un terreau qui est fertile pour prendre des idées et établir des collaborations avec des universités qui permettent de s'ouvrir sur des grants, des choses qui sont non dilutives et qui permettent d'amorcer un peu la pompe. Une fois qu'on est connu avec les universités, ensuite il y a tout un parcours, je dirais, qui permet de lever des fonds de plus en plus importants jusqu'au moment où la société est prête pour passer au niveau des VC ou des angels. Mais ça vient plus tard. Donc ça, c'est le deuxième point université. Troisième point qui est très important, c'est pour une boîte française, on peut bénéficier de ces grants et choses comme ça, de ce parcours, mais il faut être société américaine. Et donc là, il faut se poser la question, quand je m'établis aux États-Unis, est-ce que je deviens une société américaine ou est-ce que je reste une société française? Si on reste société française, on a beaucoup... bon, bien sûr, il y a tout ce qui est financé par l'État, université, etc., devient beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est un peu les je dirais, les premiers éléments importants à avoir en tête quand on veut s'établir aux États-Unis. Donc géographie, université et le statut juridique. Question de Marion justement sur ton expérience avec Upstate New York. C'est qui sont ses partenaires?
Donc là, c'est les counties de New York et dirigé par Cornell. Donc il y a toujours les universités qui sont et ils mettent donc ils font un concours chaque année pour attirer des startups dans le food tech et ag tech et ils sont dotés de 3 millions de dollars, quoi. Alors moi, en fait, je reçois pas mal d'emails, de sollicitations il y a pas mal de concours comme ça qui sont organisés par les États ou les counties. Bon, il faut dire que la plupart, je ne regarde pas. Et là, quand ils m'ont renvoyé un deuxième email, j'ai regardé, j'ai dit, ah, Cornell, donc c'est sérieux, 2-3 millions de dollars, c'est pas mal. Bon, il se trouve que on a remporté le premier prix, donc ça valait le coup. Mais c'est une dotation qui est énorme par rapport donc, alors, il va falloir que je me relocalise là-bas. Mais c'est pas un lieu géographique auquel j'aurais pensé immédiatement, quoi. Mais c'est là où il y a de l'argent, quoi. Comme Ouais. Paul, Ouais. tu vas dire au Nevada, tu vas au Dakota du Sud, tu vas au Dakota du Sud ou du Nord, ils ont énormément d'argent avec le pétrole, etc. Mais ils veulent attirer de la tech, quoi. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que la position géographique, nous, c'était pas un choix. Donc, je pense que si vous aviez Ouais, demandé au Paul il y a 10 ans et qu'il va s'installer à Las Vegas, il l'aurait pas ouais, cru. ouais, Et pour autant, je suis ouais, pas mécontent et on est même très heureux d'être là. Et ouais. en fait, on voit qu'il y a énormément d'incentives. Les universités, je te rejoins à 200%. Alors pour la partie financement, mais aussi pour la partie recrutement. Quand nous, on va voir le gouverneur ou qu'on lui dit, bah, on a recruté 15 étudiants de 3 universités différentes de Ouais. Las Vegas, et d'un coup, ils se disent, il faut que je les aide. Et donc, là, c'est là où il y a des incentives et c'est des gens talentueux. Donc, je pense que la position géographique peut aider. Nous, les tax credits à gogo qu'on peut avoir aussi parce qu'on va se trouver, donc on va aider à développer une zone qui n'était pas forcément très bonne. Et donc, il y a énormément d'incentives là-dessus. Donc, il y a dans le financement, il y a plein de pans de financement. La levée de fonds qui va être du cash directement sur le compte, mais de la dette, comme disait Géraldine, des tax credits qui peuvent servir. Donc, je pense que pour arriver à explorer toutes les possibilités. Et justement, il faut sortir du mindset en fait qu'on peut avoir quand on est en France, c'est que les États-Unis, c'est un très grand pays, mais chaque État se tire un petit peu la bourre, passez-moi l'expression. Et donc, effectivement, il y a ce côté, il y a ce côté d'attirer. Et de toute façon, quand on va repenser son produit, quand on va repenser son go-to-market, etc., on va pas se dire, bah, tiens, je suis à Las Vegas, je vais prendre mon petit avion ou mon petit TGV comme je ferais pour aller voir mon client entre Paris et Lille ou Paris et Montpellier. Donc, de toute façon, à un moment donné, on est obligé de penser grand et c'est pas forcément l'endroit où on est qui va jouer. Ce qui va être aussi quand même très important, et on n'a pas évoqué encore le network, mais c'est aussi l'environnement autour. Et il faut pas quand même perdre de vue que quand on est dans des environnements, alors Vegas, c'est à 1 heure de LA, de San Francisco, enfin un peu plus, mais voilà, on est quand même côte ouest. Si on est quand même au milieu des États-Unis, ça peut être très très compliqué d'un point de vue network pour créer du lien avec ses pairs, parce que aux États-Unis, il y a quand même quelque chose qui se fait beaucoup, c'est de dire, bah tiens, tu es là, oui, viens prendre un café, viens 20 minutes, on prend un café. Et donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Pour ces équipes aussi, c'est très important. Donc c'est un mix un peu de tout. Là, on a beaucoup insisté sur ces prêts, etc. Force est de constater que c'est quand même très rare en start-up. Les start-up ici lèvent avec des VC. Après, effectivement, ça vaut vraiment le coup d'aller creuser ce qu'on peut avoir on top, mais il y a le côté, voilà, il y a le côté, les investisseurs sont là pour investir en start-up. Et il faut savoir où sont ses clients, si on va avoir plus de facilité en étant à New York de signer ses clients, de travailler avec les équipes qui sont en France. Si on a plus d'intérêt d'être plutôt côte ouest, voilà, le milieu des États-Unis est quand même très vide. Une question. Et ça suit, juste pour terminer la conversation là-dessus, ça suit la concentration géographique du fundraising et des funding, au niveau VC en tout cas. Ça suit quand même les usual suspects, que ce soit Californie, New York, etc. Il y a quand même il y a des investisseurs qui se focalisent sur d'autres États qui vont investir uniquement au Colorado ou uniquement à l'ouest des montagnes des Rockies. Pour la plupart, quand même, il y a une concentration énorme sur les deux côtes. Donc, il faut quand même en être, parce qu'il y a quand même un petit peu de où est-ce que l'entreprise va trouver du talent. Et d'attirer les gens dans Dakota du Sud, c'est un petit peu plus compliqué que d'attirer des gens à New York City ou à San Francisco. Donc, ça change un petit peu. Il y a quand même une tendance à il se passe des choses chouettes en dehors des deux côtes.
mais la plupart des successful fundraisers et des compagnies se trouvent quand même, il faut le reconnaître, sur les deux côtés. Donc, voilà. Après, dans le cas de Paul qui a besoin d'espace, on est dans du physique. Paul, il fait pas du software. Donc forcément, c'est hyper smart de se dire où est-ce que je vais au plus proche d'écosystèmes, voilà, et de tirer. Donc encore une fois, je pense qu'on ne peut pas tout mettre dans le même pack. On revient à ce qu'on disait au début, hein. Il y a un homework à faire. Il faut savoir ce qu'on veut, comment on lève, où on va, comment on s'installe. Tout ça se prépare. C'est le Je point de voudrais vue. juste… Justement, oui, je pense que les approches, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est qu'à un moment donné, même si on s'installe dans un coin qui est un peu moins connu, il y a un moment donné, il faut passer à un stade différent, c'est-à-dire il faut graduate, il faut qu'on devienne suffisamment costaud pour pouvoir ensuite aller voir les fonds qui sont, pour le coup, là je suis d'accord, dans des zones bien connues qui sont l'Est des États-Unis, l'Ouest des États-Unis. Mais là aussi, je rejoins ce que disait Géraldine Virginie. Pour aller voir ces VC, il faut être extrêmement préparé. C'est extrêmement professionnel et c'est très, très codifié. Et donc là aussi, il y a quand même pas mal d'aides ou de structures qui permettent de se préparer, notamment ce qu'on appelle les accélérateurs, qui sont différents des incubateurs. Les incubateurs… On va y revenir. Voilà, Je voudrais juste avant prendre la question de Nicolas, parce que ça nous permettra de faire la transition et de clore un peu ce chapitre networking au sens très large. Et puis, c'est pour Géraldine, parce que je sais que c'est chevaux de bataille. La question de Nicolas, c'est: les fonds travaillent-ils avec des consultants, des rapporteurs d'affaires, des brokers? Est-ce un channel recommandé pour une levée de fonds? Non, les fonds, ils travaillent avec les entrepreneurs. C'est ça. Non, le channel recommandé pour une levée de fonds, il est simple. Je dirais, c'est les entrepreneurs par les entrepreneurs. Si demain, un entrepreneur dans lequel j'ai investi me dit, bah tiens, tu sais, j'ai croisé un tel qui qui fait ça, et même pas forcément dans lequel j'ai investi, hein, mais un entrepreneur que je connais et qui me dit, j'ai croisé un tel, ça serait peut-être bien. Est-ce que je peux te faire l'intro? Est-ce que tu veux bien que je te le présente? Je vais probablement dire oui, et vice-versa, hein. C'est pareil, c'est-à-dire que même en tant que fonds, souvent on dit aux entrepreneurs, bah, écoute, voilà, on a investi chez un tel et un tel, si tu veux leur parler pour savoir comment ça se passe, voilà. Donc non, enfin, en tout cas aux États-Unis, alors sur des très très grosses levées, il commence maintenant à y avoir des intermédiaires parce que et c'est assez récent, hein, très sincèrement. Mais là, on parle pas du early stage. Sur le early stage, non, c'est vraiment la relation à l'entrepreneur, et ça reboucle vraiment avec ce que je disais tout à l'heure. C'est le CEO qui est en première ligne et qui doit y aller. Ce qui répond à la question récente de quelqu'un qui ne donne pas son nom: est-ce important que le CEO founder soit présent à toutes les réunions avec les investisseurs potentiels, ou laisser un bizdev le faire? Non. Bah, c'est pas le rôle du business, quoi. Ouais. Non, en plus, ce qui est quand même très important pour les investisseurs, c'est l'histoire, la motivation. Ils veulent voir le fondateur, comprendre ce qu'il a dans les tripes, pourquoi il fait ça, quelle est sa motivation. Alors, c'est très difficile. Et souvent, c'est des histoires qui sont personnelles, quoi. Il faut qu'il y ait un lien avec sa propre motivation, son propre parcours personnel. Et ça, c'est très difficile à déléguer. Donc, il faut absolument que le fondateur, je dirais même fondateur, peut-être, généralement, c'est le CEO aussi, mais c'est ça qui est très important, c'est faire passer cette story. Ils sont Et ils sont tellement... Pardon, vas-y. Pardon, juste sur le point de Bruno, c'est pour ça que cette relation personnelle et cette confiance s'établit très très souvent bien avant une levée de fonds. Donc, la chose la plus simple et la plus évidente que les entrepreneurs peuvent faire, c'est d'essayer de construire cette relation bien avant. Sinon, on passe dans le parti transactionnel. J'ai un deck, je lève X millions. Si cette relation n'a pas déjà été établie un petit peu auparavant, où on a pu se parler entre êtres humains qui n'ont pas besoin de capitaux et qui ne sont pas en pleine levée de fonds, c'est en général beaucoup plus facile d'ensuite aborder la question des capitaux de la levée de fonds. Ouais. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de la question des incubateurs, des accélérateurs, qui sont pas la même chose. Est-ce que c'est une étape
importantes de votre point de vue, essentielles, indispensables? Est-ce qu'il faut essayer d'en passer par là ou pas? Je vois des noms, des têtes qui me disent non, non, non. Qui veut parler? Et je sais que Bruno va dire oui, oui, oui. Alors, on va laisser la tête à oui, on va laisser la parole à celui qui disait oui. Et puis Bon, après, Bruno. donc, bon, c'est vrai que je comprends pourquoi on peut être hésitant, parce qu'il y a incubateur et incubateur, ou accélérateur, accélérateur, il faut se méfier, parce qu'il y a certains... Donc, il faut se méfier en termes de qualité et en termes de coût. Mais moi, mon expérience, c'est que les incubateurs, c'est les premières aides qui sont fournies, c'est relativement rentable, parce que si on veut trouver un laboratoire, si on veut trouver des bureaux, si on veut trouver au départ une aide, je dirais, légale, juridique, comptable, etc. Donc c'est pas mal organisé, hein, c'est pas force. Mais il faut que ça soit de la bonne qualité. Après, les accélérateurs, donc c'est eux prennent la société qui est déjà un peu organisée et la transforment pour être investissable, je dirais. Bon, donc là encore, il y a pas mal de différences dans la qualité, il faut se méfier, mais quand c'est un accélérateur de qualité, ils vous font faire un travail de fond pour transformer complètement votre histoire à une histoire qui est vendable auprès des investisseurs. Et même si, je veux dire, moi j'ai l'expérience, j'ai quand même pas mal d'expérience dans la levée de fonds, parce que j'en ai fait quand même des tonnes. Je suis dans un accélérateur aujourd'hui, mais alors qui me remet en cause et qui complètement transforme ma vision de la levée de fonds, alors que j'en ai fait des dizaines, hein. Donc je trouve que, mais il faut trouver les bons, hein, quoi. Donc les bonnes structures. Mais ça fait faire des progrès énormes. Et Voilà, je pense mon que quand on parle expérience. du networking, je pense c'est en faire partie ou tout du moins de graviter autour. Le pouvoir ça revient au networking, ça permet d'ouvrir des portes assez rapidement parce ils sont en plein dedans. Ils sont au milieu, ils sont au carrefour de relations comme les universités avec les États, les investisseurs et les entrepreneurs. Donc, être pas loin, graviter autour d'eux, essayer de participer à des événements, ça fait du réseautage. Et puis, en général, ils ont quand même pas mal de portes. Il peut y avoir quelques clés des coffres dont parlait Bruno, ils peuvent en avoir quelques-unes. Alors, ils n'ont pas accès directement au fond, mais ça peut être intéressant parce qu'ils vont avoir accès à différents contacts et ça, pour lieu de ce networking aux États-Unis qui peut être un peu difficile parce on part de zéro, on connaît personne quand on arrive sur le sol américain. Commencer par donc les États, comme on dit tout à l'heure, et les accélérateurs, incubateurs. Je connais plus les accélérateurs que les incubateurs, mais les accélérateurs peuvent être vraiment des bons outils pour passer quelques étapes, quoi, sauter quelques marches. Géraldine ou Virginie, vous aviez l'air moins enthousiaste. D'abord, il faut faire très attention à sa cap table, hein. C'est bien d'aller voir plein de gens qui veulent rentrer sur la cap table et qui parfois vous prennent voilà. Donc ça, c'est important. Il faut voir vraiment quelle est la valeur ajoutée derrière, et tu le disais, Bruno, derrière là. Je crois beaucoup aux accélérateurs incubateurs dans des verticaux très spécifiques. Ou alors quand les fondateurs sont plutôt des chercheurs, des gens pas forcément business, qui ont des très bonnes idées et de manière à ce que l'incubateur ou l'accélérateur, et tu le disais Bruno sur la partie levée de fonds, soit vraiment une valeur ajoutée sur je deviens amoureux de mon marché et je suis pas amoureux de mon produit. C'est parce que effectivement c'est un marché et donc sur le storytelling qui est important. Quand on dit storytelling en français, on se dit ouais mais c'est pipeau. Non, c'est pas pipeau. Storytelling, c'est raconter mon histoire. C'est pourquoi je fais ça, jusqu'où je vais, l'ambition. On parlait de l'ambition tout à l'heure. Donc, ça, c'est important. Donc d'abord, que vraiment, ça apporte quelque chose. Sur des verticaux, ça peut être aussi très, très fort parce que quand on est dans de la biotech, quand on est c'est pas la même chose que quand on est dans du software tech, SaaS, service aux entreprises. Donc, là-dessus, voilà. Après, c'est pas du tout un passage obligé. Ça peut parfois même desservir. Donc, ça peut envoyer un mauvais message. Et je crois que ce qui est surtout important, c'est de développer son business. La meilleure chose à faire, c'est de montrer on est capable de vendre son produit, son service, qu'on a compris son marché. Et c'est ça le plus important. Un VC, le storytelling, il le veut bien, mais enfin, si derrière, il n'y a pas les chiffres, il n'y a pas... ça sert à rien. Donc d'être très focus sur comment on construit sa boîte.
Et donc, je suis d'accord avec beaucoup des choses que Géraldine vient de souligner. Je rajouterais qu'il y a quand même une partie perception. Donc, le seul vraiment, l'accélérateur qui, en termes de marque, qui va vous aider avec la levée de fonds et le network, etc., franchement, d'un point de vue investisseur, YC. Voilà. Le reste, ça dépend. Si c'est stratégique pour la boîte, très bien. Si ça vous permet d'ouvrir un réseau de clients pour la boîte et le produit et le pilotage, etc., d'un produit qui est très récent, OK. Mais il faut que ça fasse du sens. Donc, si moi, je vois un entrepreneur qui arrive, qui a fait 3 accélérateurs, qui a bouffé à chaque fois 6 à 10% de la boîte, déjà, ça, c'est un problème. Mais je me dis, pourquoi il ne passe pas son temps à faire son produit, à aller chercher des clients, à développer la boîte. Les accélérateurs, c'est très bien, mais c'est quand même en général 12 voire 16 semaines, quelque part. La plupart commencent à se redire, c'est en personne que ça marche le mieux, etc. Bon, bah, très bien. Mais de passer 12 semaines à New York à faire du networking, ça dépend comment c'est structuré. Donc, ils ne sont pas tous très égaux, ça c'est sûr. Et d'un point de vue investisseur, il y a des fois des flags ou des choses qui desservent plus que ça peut aider, même si l'entrepreneur a les bonnes intentions et qui veut travailler dur, etc., qui se dit ça va m'aider. Des fois, ce n'est pas forcément le cas. Donc, attention, procédez avec beaucoup de caution et seulement si vraiment ça fait un sens stratégique énorme qui aide effectivement la boîte. Alors, on a quelques questions qui nous ramènent un peu plus du côté de l'investisseur, j'imagine, justement. Alors, il y en a une, il y a quelqu'un qui nous demandait, qui cherche des opportunités d'investir une partie de ses fonds dans des startups éventuellement créées par des Français. Quels seraient les contacts, plateformes dédiées à cet effet? Eh bien là, j'allais dire, il faut contacter Géraldine, peut-être Virginie, je ne sais pas, mais elle va nous dire. Mais on partagera les contacts après. Je pense que voilà. Et une autre question sur les attentes justement des investisseurs, aussi bien au niveau seed, Series A, Series B, etc. Quelles sont ces attentes et surtout, est-ce qu'en ce moment, elles ont évolué par rapport à ce qui a été le cas il y a quelques années? Est-ce qu'elles sont plus importantes ou plus que ce que ça n'était le cas quand il y avait une guerre entre investisseurs pour pouvoir trouver des cibles ou des startups? Quelle est la situation en ce moment de ce point de vue-là? Je ne sais pas si Virginie veut commencer ou... Je veux bien ça. Donc ça, il y a une chose qui est très importante dans la présélection, la préqualification des investisseurs. Ça revient à le thème qu'on a beaucoup abordé aujourd'hui, c'est de bien comprendre la taille des fonds. Donc en VC, moi, mes investisseurs attendent que je retourne au minimum 3 fois net leur capital investi. Il y a quelque chose qui s'appelle le Power Law of Venture, qui dit que la plupart des portefeuilles, 1 ou 2 boîtes seulement, vont retourner la majorité de 3 fois mon fonds. Okay, donc, il faut bien comprendre que si je vais voir un fonds qui est de taille, disons, allez, 10 à 50 millions, c'est pas que c'est facile de retourner 3 fois 10 millions net de fees etc. Mais si je vais voir un fonds qui fait déjà 1 milliard ou qui fait 200 millions ou 500 millions, retourner 500 millions, ça veut dire que j'ai une boîte qui a le potentiel de retourner 3 fois 500 millions, d'accord? Avec un fonds qui a investi et qui va avoir peut-être un pourcentage de la boîte qui est, allez, je ne sais pas, au mieux 5% à exit. Donc, si 5% exit doit se transmettre en 1,5 million, ça fait beaucoup, ça fait une très grosse boîte. Donc, il faut bien comprendre le profil que le fonds va rechercher selon la taille du fonds, en fait. Donc, ces expectations-là, elles n'ont pas changé du tout. Le 3 fois net de filles et de carré, ça a toujours été en VC. Comme disait Géraldine tout à l'heure, moi j'ai un fonds, j'ai des investisseurs. Donc moi aussi, je suis souvent en levée de fonds, je suis souvent à répondre aux questions de mes investisseurs de comment cette boîte va retourner le fonds 3 fois. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est que
la croissance des boîtes et les valorisations sont directement corrélées avec moi, ma stratégie, ma taille de fonds, le nombre d'investissements que je fais et quel pourcentage de la boîte je veux pouvoir acheter avec mon chèque qui est d'un tel montant pour justement, quand la boîte sort, j'ai le potentiel de retourner mon fonds à mes investisseurs. Et ça, c'est absolument critique de comprendre toutes ces dynamiques et ces nombres qui sont pas, c'est pas rocket science, hein, c'est assez simple finalement, mais de pas comprendre ça mène à des erreurs absolument critiques de target. Et après, pour compléter ce que dit Virginie, je crois que aujourd'hui, les entrepreneurs ont redécouvert, enfin, s'il y a quelques années, maintenant on peut parler en années, on était sur croissance à tout prix. Je crois qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ont bien compris qu'il y avait des mots qui n'existaient pas forcément dans le jargon, n'existaient plus, genre EBITDA, path to profitability. Donc, voilà, quand est-ce que je vais être profitable? Est-ce que je suis en train de tracer un business, une roadmap, un business plan qui va vers la profitabilité? Des vraies boîtes, quoi. Et des vraies boîtes avec des très fortes croissances, mais pas de la croissance à tout prix. C'est un peu ça qui a changé aussi, mais enfin, en tout cas, qui s'est rééquilibré. Mais de toute façon, Bruno le disait, hein, il y a de l'argent partout. L'argent, il est là, il y en a même en France. Hein, je veux dire. Pour les bons dossiers, il n'y a pas de problème de financement, il y en a. Il y a toujours autant de compétitivité, même entre les fonds sur les bons dossiers. Donc, il faut, voilà, il faut montrer du vrai business. Il faut avoir un budget, il faut savoir pourquoi on lève. Ouais. Le capital, c'est Alors, une fin, c'est pas un milestone, c'est pas une metric, c'est rien c'est une fin pour atteindre son objectif en fait. Ouais, c'est du fuel, alors, du fuel ouais. en plus dans le réservoir. Mon expérience actuelle depuis 1 an, où j'ai fait quelques levées de fonds, mais peut-être vous allez me contredire. Je pense que les valuations sont remontées par rapport à la baisse qui a eu lieu en 2023. Donc ça remonte. En revanche, c'est beaucoup plus long et moins de risques. C'est-à-dire que les VC veulent avoir davantage d'assurance sur le market traction. Donc, ils veulent avoir donc ils veulent davantage être sûrs que les produits ont un marché, éventuellement qu'il y a des clients, qu'il y a des commandes, etc. Alors que au préalable, avant Covid, je dirais, c'était du moment que vous avez une technologie qui fonctionne, on prend plus de risques. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réduction en fait de la prise de risque, même de la part des VC qui sont early stage. Et donc, c'est beaucoup plus long. Le process est beaucoup plus long. Mais Oui. Non, les valos sont un petit peu remontés, enfin, se sont pas stabilisés à la baisse, elles sont un tout petit peu remontées, mais enfin, ça reste encore. Il faut encore, enfin, les belles valos sont quand même sur des très beaux, sur des très très belles boîtes. Et après, en fait, c'est ce que tu dis, hein, c'est le path to profitability, c'est de vraiment voir si voilà, s'il y a un produit, si le marché est là pour ce produit ou pour ce service, qui est vraiment très important. Ouais. Je voulais juste un commentaire rapide sur les valos. oui, Les chiffres montrent que, à part en seed, donc très très early stage, les valos sont pas vraiment, elles sont plutôt stagnantes. Le point que je voudrais attirer l'attention des entrepreneurs là-dessus, c'est que oui, les valos ont un petit peu monté en seed, mais par contre la taille des tours est plus importante parce que les investisseurs sont assez toujours très de-risking, etc. Le funding risk qui existe à pre-seed et seed, il est toujours énorme. Donc, il y a 2 ans, un tour rapide à 500 000 sur 4 ou 5 de valo post, qui est très bien, en se disant, dans 6 mois, s'ils ont besoin de capitaux supplémentaires, ils reviennent au marché, il n'y a pas de problème, les capitaux, il y en a partout. C'est plus vrai.
Moi, je vois plus fréquemment un pre-seed seed, le nom, c'est pas important, mais une très early stage, une levée de fonds se fait maintenant à au moins 1,5 million, voire 2 millions. Donc forcément, les valos, on ne veut pas détruire les cap tables non plus, les valos se font peut-être effectivement à du 7 ou 10, alors qu'avant, elles se faisaient à une valo plus basse. Mais si on regarde en pre-money, c'est pas tout à fait l'histoire que les chiffres montrent en ce moment. Je voulais juste faire cette Et ton précision. point de ne pas détruire les cap tables est très important parce que les VC aux États-Unis regardent beaucoup combien les founders, hein, il peut y avoir une core team de 2-3, mais ont du capital encore de leur boîte. Si c'est trop dilué, c'est un vrai problème. Ouais. Alors, il y a une chose dont on ne parle pas souvent, c'est la vallée de la mort, Valley of Death. Donc, c'est la partie qui est très réelle pour une startup. Je suis passé par là, donc je peux vous dire que c'est pas évident. C'est le gap entre les early stage, donc le financement de la technologie, où là on trouve de l'argent. Une fois que le business est établi et qu'il y a des ventes, on trouve de l'argent. Mais le passage entre la partie techno et go-to-market, qui est souvent compliqué, on trouve assez peu de ressources. Et donc, il faut y penser au départ quand on démarre pour avoir suffisamment de runway pour être capable de passer cette étape qui est transition entre la technologie, le produit marche en labo ou le produit marche, mais j'ai pas encore de vente. Et là, ça peut prendre du temps. Et là, il y a très peu de financement. C'est là où 90% des boîtes meurent. Je suis d'accord, c'est la transition de start-up en entreprise. Passer d'une boîte où tu es au four et au moulin, de faire à faire. D'un point de vue entrepreneurial, c'est un vrai, ça sera l'occasion d'un autre webinaire, je pense, mais c'est très important. Et le financement va là-dedans. Quand tu finances une start-up, tu as plein de promesses. Quand tu finances une entreprise, tu dois prouver des choses. Voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on fait. Donc, je pense que ce qui est important, et que ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Géraldine, le business principal de l'entrepreneur, c'est de générer du cash. Donc, faut pas perdre trop de vue que l'objectif initial, c'est quand même de générer du chiffre d'affaires. Donc, pour générer du chiffre d'affaires, c'est bien d'aller taper de l'argent à gauche, à droite, mais l'objectif initial, c'est quand même d'en générer par toi-même. Le bootstrapping est très apprécié. Ce que tu viens de dire, Bruno, est complètement raccord avec ce que Virginie disait juste avant. Ça correspond tout à fait. Très bien, mais on arrive à notre heure, on a même dépassé un peu. Une question très pratique pour finir, tiens, de Monsieur Anonymous, ou Madame. Pour la première réunion, donc les 20 minutes dont vous avez parlé, quelle est la taille du slide desk que vous préférez? Voilà, ça c'est une question pratique. 0, rien, pas de slide desk, merci. Il n'y a pas de... On est dans l'humain, hein, Virginie le disait tout à l'heure, c'est raconte-moi ton histoire. Mais il ne faut pas pipoter. Super. Alors, je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous ou tout le monde veut faire une petite remarque en conclusion ou à quelque chose qu'il avait envie de dire ou elle avait envie de dire et qu'il n'a pas eu le temps de dire. Mais si ce n'est pas le cas, non, ce n'est pas le cas, parfait. On a tout dit, on n'a sûrement pas tout dit, mais merci beaucoup en tout cas pour votre... Alors tiens, oui, Philippe qui lève la main, il avait une question tout à l'heure, donc il m'a rappelé à sa question. Juste pour finir cette fois vraiment, comment les investisseurs réagissent-ils au full remote qui est désormais le modèle majoritaire dans les startups software? Ça dépend de l'avancement de la compagnie et de la taille de l'équipe. Malgré ce que certains investisseurs peuvent dire ou écrire publiquement, la plupart, si c'est vraiment une équipe très très tôt, s'il n'y a pas 10 personnes, 5 personnes ou moins, c'est quand même plus efficace d'être dans un même bureau. Enfin, je ne sais pas ce que Bruno et Paul en pensent, mais c'est plus efficace, mais surtout en software où on a besoin de tout le temps itérer rapidement. Du fully remote qui n'est pas au moins dans la même time zone. Encore une fois, les États-Unis, c'est un grand pays, voire dans un même bureau, si c'est toute petite équipe. De plus en plus, je vois un peu de pushback sur ça quand même. Et moi, je vois de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui laissent le fully remote et qui n'ont qu'une envie, c'est être ensemble, voilà, de suer ensemble physiquement dans un bureau ensemble. Enfin,
quand les boîtes se créent là en ce moment voilà, chez la jeune génération d'entrepreneurs, le fully remote, enfin, il y a une histoire d'âge aussi, j'ai l'impression, post-Covid. Je pense que Super, c'est bah, important aussi je voulais juste ajouter une dernière point, c'est en fonction de l'activité, nous, bien évidemment, sur la partie production, c'est pas possible. Je vais pas avoir des ébénistes en remote, ça paraît compliqué. Par contre, toute la partie tech, elle est remote et c'est vachement efficace. Et je pense que, et là, je pose plus la question à Géraldine ou Virginie, mais je pense qu'il y a le process de mise en place de ce fully remote. Quels sont les procédés qui ont été mis en place par les entrepreneurs de contrôle, de mise en place de missions, de tâches et c'est plus dans cette mission-là où il va y avoir une vraie évaluation. Je pense pas qu'il y ait de règles, oui, ça marche ou non, ça marche pas. Airbnb a annoncé 100% full remote. Est-ce que ça fonctionne? On n'en sait rien. Par contre, je pense et je sais qu'ils ont des process en interne qui sont hyper précis. Et donc, je pense que ça passe par là. Le remote fonctionne très bien. Nous, travailler avec la France, on adore. Ils travaillent la nuit, on travaille, le travail est fait. Il y a certains cas où ça fonctionne, mais je pense qu'il faut vraiment être très, très précis pour l'entrepreneur, en tout cas, sur ce que tu mets en place. Super, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Alors, c'est pas des questions, c'est des remarques, par exemple, de Franck ou de Philippe et d'autres encore qui nous disent à quel point ils ont apprécié vos interventions et vos conseils. Donc, merci beaucoup. On aurait pu dire beaucoup, beaucoup plus de choses. On continuera de traiter de ce sujet, évidemment, sur French Morning. Continuez de nous lire. Et puis, évidemment, pensez à déposer vos dossiers si vous êtes une startup concernée du FAEA. C'est la deadline. Eric, il a le micro. Micro. Eric, ton Voilà, micro. c'est jusqu'au 7 mai prochain. Jusqu'au 7 mai. Il vous reste un peu moins d'un mois. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ce temps passé ensemble et à très bientôt sur French Morning. Au revoir. Merci Merci. Au beaucoup. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.